Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité de ce jeudi, la détresse des familles sinistrées après les intempéries du 12 février. L'aide des communes et des proches ne suffisent pas. Le parcours administratif est fastidieux pour obtenir les aides du pays. Une défiscalisation davantage orientée vers la petite hôtellerie des îles éloignées. À Rangiroa, les pensions de famille s'en réjouissent mais demandent à baisser le seuil d'éligibilité. Face à la réforme fiscale de 2024, les grands hôtels s'inquiètent pour l'avenir du secteur, surtout après une année record en 2023. Nous ferons le point avec Lucille Guichet. Réinventer le monde économique en y intégrant la transition écologique, c'est ce que propose la Convention des entreprises pour le climat. Cette association d'intérêt général a sa représentante en Océanie. Il s'agit de Karine Leflanchec, également auteure du livre « Et si on redevenait humain ?» Elle est notre invitée ce soir. Et puis nous irons surfer à Rangiroa avec la Tahiti Iroa Horue. Ce matin, les dames et les juniors ont tout donné sur les vagues d'Avatoru. Les intempéries du 12 février dernier, une épreuve difficile à surmonter pour les familles sinistrées. Les communes leur sont venues en aide, mais elles attendent aussi un coup de pouce du pays. 10 jours après les crues et autres inondations, le parcours administratif s'avère compliqué. Rien qu'à Mahina, 125 familles ont été touchées. Kaline Yenard, Patrick Sinsing. La rivière a pris possession du quartier Tetuanui-Jamé le 12 février dernier. Et elle a tout emporté sur son passage. Literie, électroménager, voitures, rien n'a résisté au déferlement de la nature. 10 jours après, tout est nettoyé, l'eau courante et l'électricité sont rétablies, mais la famille Faoua ne veut pas compter sur les aides du pays. La DSFE est passée, ils ont fait le travail de terrain. Ce qui nous a fait mal au cœur, c'est quand ils nous ont demandé nos revenus. 24 heures avant, on avait tout. On vivait convenablement, on vivait correctement. 24 heures après, ils viennent sur le terrain nous demander nos revenus, nos justificatifs de revenus. Ça fait mal au cœur. Ils sont 4 adultes à vivre dans cette maison de Mahina. La solidarité familiale et amicale leur a permis de surmonter cette épreuve. Nous avons reçu une machine à laver, un canapé, dessus de canapé, micro-ondes, un frigidaire et un four. Tout ce que vous voyez, frigidaire, pour l'électroménager qu'on a, c'est des dons. Ça a été prêté par des personnes de l'entourage, de la famille, des amis, les confessions religieuses et certains partis politiques. La mairie de Mahina est intervenue avec case et camions pour déblayer les quartiers, mais pour aider les familles, elle s'appuie sur des dons. Juste pour signaler qu'on a eu pour une tonne de denrées alimentaires et on va continuer encore aujourd'hui à distribuer toute cette aide aux 125 familles qui ont été recensées comme étant sinistrées. Donc j'attends quand même une réponse à un positionnement fort aussi du pays qui doit nous accompagner à reconstruire. À Pire-Haye, la rivière de la Hamuta est sortie de son lit. La boue a envahi la maison de Terupé et Chantal. Résultat, des lits abîmés et des appareils électroménagers irrécupérables. Est-ce que vous avez fait une demande d'aide alors? Oui, on en avait fait, mais on est en train d'attendre aussi. Ça fait 2 semaines maintenant. On ne sait pas si ils vont nous rappeler. En attendant, Chantal se débrouille avec la machine à laver pour bébé qui leur a été prêtée. Elle espère avoir des nouvelles de la mairie. On a été voir pour dire là c'est trop, on a besoin de payer. Ils ont dit qu'il n'y a pas assez de travail, il faut attendre. C'est ça, c'est long. Mais là, on a vraiment besoin. Et ils ont dit c'est eux qui ont fait les démarches. Ce n'est pas la mairie, mais bien la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité qui est en charge des aides sociales. Tout dossier pour sinistre doit donc être adressé à la DSFE. Le tourisme en plein essor à Tahiti et dans les archipels, à Rangiroa, au Tuamotu, les petites structures profitent de la basse saison pour réaliser des travaux. Elles auraient pu compter sur la défiscalisation locale, mais le seuil d'investissement pour en bénéficier reste trop élevé pour eux. Explication Ignacio Raveino et Marcel Bonneau. Dans la famille Lo, je demande le père Norbert qui a bâti cette pension de famille sans aucune aide. Il entame une procédure pour être classé dans la catégorie petite hôtellerie pour que ses enfants, futurs propriétaires, soient éligibles à ces aides. J'ai démarré ici sans rien parce que on n'avait pas le choix, c'était comme ça.
Et finalement, après, on a continué comme ça. On s'est juste régularisé au niveau administratif et puis c'est tout, quoi, hein. Mais effectivement, les autres personnes qui commencent, qui n'ont vraiment rien, ils ont besoin effectivement qu'on les aide et que le seuil soit baissé, c'est très bien aussi. Et puis il y a Kevin, le fils cadet de Norbert, qui s'est lancé dans les excursions nautiques il y a un peu moins d'1 an. La défisc m'a beaucoup aidé dans le sens où ça a permis de structurer mon projet et d'apporter un financement global. Donc en quelque sorte, il y avait plusieurs financeurs dans le projet professionnel et chacun apportait une part, le territoire, la défiscalisation, le CEFI, etc. Donc tout s'est fait petit à petit et avec l'aide, on va dire, de tout le monde. Et la défisc a contribué à environ un peu plus de 20%. De son côté, le comité du tourisme de Rangiroa demande une révision du coût minimum du projet touristique pour pouvoir prétendre à la défiscalisation locale. Avant, c'était, je crois, 300 millions, après c'est passé 150 millions, et là, maintenant, on est à 50 millions. Donc, c'est quand même beaucoup plus accessible aux pensions de famille, quoi, hein. Mais bon, on reste encore, si on peut baisser encore au moins à 20 millions, ça donnerait les moyens à d'autres portefeuilles un peu moins importants de pouvoir investir et se lancer aussi dans les pensions de famille. Par contre, les professionnels du tourisme sont unanimes sur le fait que si le gouvernement veut accueillir 600 000 touristes par an, il faudra doubler la capacité d'accueil de la Polynésie française. Et pour mieux saisir les enjeux du tourisme en Polynésie française, Lucille Guichet est avec nous. Bonsoir Lucille. Pourquoi le secteur touristique est-il vital pour notre économie ? Eh bien, ça reste toujours la première ressource du pays. Vous allez le voir, en 2023, le secteur pesait 85 milliards de francs. C'est un record. En 2022, c'était 8 milliards de moins. Donc, ça continue de progresser. Les touristes sont tout simplement de plus en plus nombreux et ils dépensent davantage sur place. La grande majorité, ça reste entre guillemets des touristes terrestres, puisque les croisières ne représentent que 17% à peu près du secteur. Et pourtant, le gouvernement veut encore aller plus loin. Oui, pour accueillir plus de touristes, il faut d'abord former. Actuellement, 12 500 personnes travaillent directement dans le secteur du tourisme, principalement dans l'hébergement et dans la restauration. Mais il y a aussi les prestataires ou les agents de voyage, par exemple. Ce qui compte, c'est d'avoir la fibre commerciale, de bonne qualité relationnelle et de parler anglais de préférence. Pour les projections du gouvernement, c'est une promesse de campagne du Tavini, c'est donc 600 000 touristes par an d'ici 10 à 15 ans. Et pour cela, il faut avoir évidemment les capacités de les accueillir. Il manque actuellement 3 500 clés, 3 500 chambres. Et les pensions de famille, à elles seules, n'y arriveront pas. S'il y a effectivement une diminution des avantages fiscaux, eh bien les grands hôtels, les grands groupes hoteliers ne cachent pas leurs inquiétudes pour pouvoir atteindre cet objectif. Et oui, on passe de 60 à 30% de défiscalisation locale à Tahiti, Moorea et Rangiroa, de quoi interroger les professionnels. Merci beaucoup, Lucille. L'association Biofetia organise 4 journées d'échange à Tahiti et Raiatea entre des acteurs de la filière bio de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Objectif, rassembler des agriculteurs, transformateurs, commerçants et autres conseillers techniques pour améliorer la commercialisation des produits bio sur les 2 territoires. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés au marché de Papeete. Écoutez la directrice de Biofetia au micro de David Chang. Alors, le but de la visite, en fait, c'est de voir un peu comment ça se passe sur le marché de Papeete, parce qu'on visite avec des agriculteurs bio, quelques commerçants qui commercialisent des produits bio. Donc on vient voir comment ça se passe sur le marché de Papeete. Éventuellement, est-ce qu'on arriverait à mettre en place des stands bio ici aussi. On a organisé sur toute la semaine, depuis lundi jusqu'à samedi, des journées d'échange pour débattre sur le thème de la commercialisation, quels sont les défis, quelles sont les solutions à apporter. Voilà un projet financé par le programme européen Protège. Autre initiative résolument tournée vers un avenir plus vert, passer d'une économie extractive à une économie régénérative, c'est toute l'ambition de la Convention des entreprises pour le climat. Cette association est née dans l'Hexagone fin 2020 et se déploie désormais en Océanie. On va en parler dans un instant avec notre invité, mais d'abord, Juan Pautoru et David Chang sont allés à la rencontre de 2 sociétés locales qui s'engagent dans cette transition écologique.
Dans cet entrepôt de stockage du groupe Aline, on veille depuis quelques années à réduire au maximum l'empreinte carbone. Pour Marc, dirigeant de la société, il se traduit par des moyens divers et non coûteux, malgré un volume d'importation important de 300 conteneurs de marchandises par an. On réduit de plus en plus tous les déplacements, ça c'est un exemple concret. On fait des efforts pour réduire les déchets avec nos fournisseurs, parce qu'on est fournisseurs, des clients, et pour essayer de recycler, on réduit, on fait des économies d'énergie sur l'électricité, l'eau. Enfin, on essaye de réduire au maximum, tout en continuant à travailler, de réduire le maximum tout ce qui a un impact négatif. Pour l'établissement bancaire du pays, la démarche écologique est aussi au cœur de ces dispositifs financiers, notamment sur les dossiers de crédit, soit 5 000 au total traités l'année dernière. Quand le client vient à la Socredo, il a en plus de son aspect de crédit, il aura surtout un conseil en termes de conception de son projet. L'objectif aujourd'hui, maintenant, c'est effectivement de construire des offres, ce qu'on appelle vertes, de la finance verte, et d'être en mesure de mieux financer effectivement ces projets qui sont plus vertueux, quoi. De dire à partir du moment où le client fait, ou en tout cas un projet qui s'inscrit vraiment dans le développement durable, ça paraîtrait effectivement logique de mieux l'accompagner. Depuis 4 ans, la CEC propose un accompagnement des entreprises sur 10 mois. Cela comprend des sessions de réflexion, de formation et de collaboration entre les entreprises. L'objectif final étant d'aider les décideurs à passer le cap de leur transition écologique d'ici 2030. Bonsoir Karine Leflanchec, bienvenue. Vous êtes référente en Océanie de la Convention des entreprises pour le climat. Vous accompagnez les entreprises qui le souhaitent dans la transition écologique. Comment êtes-vous accueillie par les sociétés polynésiennes? Est-ce que la rentabilité d'une entreprise est compatible avec une démarche environnementale? Je confirme que c'est absolument compatible. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans une situation aujourd'hui où on a absolument conscience que toutes nos activités humaines, l'industrie, l'agriculture, la consommation en général, véritablement sont responsables du dérèglement climatique, de la pollution, de l'effondrement de la biodiversité. Et donc c'est important d'embarquer les entreprises dans cette transition écologique qui est devenue absolument nécessaire aujourd'hui. Oui, parce que c'est souvent l'individu qui est sollicité pour faire des efforts dans son quotidien, avec le tri des déchets, par exemple. Mais l'idéal, c'est de ne pas produire de déchets du tout. Est-ce que les grandes surfaces, par exemple, font partie des entreprises que vous allez suivre ? Les grandes surfaces font partie en fait du parcours, le parcours de la Convention des entreprises pour le climat. Au départ, nous on présente le concept, comme vous l'avez très bien expliqué. En fait, c'est une organisation non gouvernementale qui est en métropole, qui est reconnue d'intérêt général, qui a lancé en fait ce parcours, qui a déjà rassemblé un peu plus de 1000 dirigeants sur l'Hexagone. On est le premier parcours hors Hexagone, ultramarin, dans la zone Pacifique, qui va regrouper la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Et donc, on va essayer de regrouper vraiment une diversité des entreprises, tous secteurs d'activité confondus et toute taille. On a la grande distribution, le secteur financier, la construction, les transports, le secteur public aussi. On a un soutien avec le gouvernement de la Polynésie française. Et vraiment, l'objectif, c'est de réussir à travailler ensemble pendant ces 10 mois et de réfléchir sur l'organisation, la feuille de route, le plan d'action des entreprises pour les amener à la transformation. Alors, comment ça peut se traduire concrètement? Qu'est-ce qui pourrait changer dans notre quotidien? Dans notre quotidien, tout le parcours de la Convention des entreprises pour le climat, c'est véritablement d'amener cette réflexion-là auprès des dirigeants, justement pour qu'ils puissent modifier la façon dont ils vont proposer des biens, des services. Si on veut donner des exemples concrets, par exemple, alors, on va lancer, nous, le parcours à partir du mois d'avril, mais en métropole, par exemple, on a des entreprises qui ont renoncé à des parts de marché. Mustela, par exemple, qu'on connaît tous, la marque pour les bébés, les crèmes, a décidé de renoncer à 20% de son chiffre d'affaires qui concerne, par exemple, les lingettes. Toutes les lingettes bébés, etc., horizon 2027. On va privilégier la qualité à la quantité. Donc, il y a un travail considérable qui est fait et qui est surtout extrêmement concret. Mais est-ce que c'est rentable ? C'est rentable parce que ce que les études nous disent, c'est que si on attend véritablement d'être dans une dynamique, malheureusement, d'effondrement du vivant, la réalité, c'est que l'investissement des entreprises va être absolument considérable par rapport à ce qu'elles auraient à investir aujourd'hui, en fait. Oui, parce que votre philosophie, c'est d'agir maintenant, avant finalement de se faire rattraper par les conséquences du dérèglement climatique. Oui, en fait, on parle du dérèglement climatique et puis de l'ensemble des limites de notre planète depuis les années 70. Ça fait 50 ans qu'on en parle. On parle d'urgence et aujourd'hui, c'est
c'est plus de l'urgence. Pour moi, c'est... Enfin, pas pour moi, mais on est au bord du gouffre. Et pourquoi 2030 ? 2030 parce qu'on a des impératifs liés à l'augmentation de la température. L'accord de Paris prévoit qu'à l'horizon 2100, on limite la hausse de température à 1,5 degré. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais de manière très concrète, il faut imaginer que l'ère pré-glaciaire, vous savez, l'âge de glace, si on veut faire la référence avec le dessin animé, entre l'âge de glace et aujourd'hui, il y a 5 degrés qui nous séparent. Donc si on dépasse les 1,5 ou les 2 degrés, et aujourd'hui les scénarios nous amènent plutôt à 3 ou 4 degrés, on peut véritablement s'inquiéter et s'alarmer de l'état de la planète qu'on va laisser et les difficultés que vont avoir nos enfants et les générations à venir à vivre tout simplement, parce que c'est vraiment les conditions de vie sur Terre qui sont remises en question. Mais est-ce qu'on se dirige vers la sobriété pour autant ? Je crois qu'on ne va pas avoir le choix. Je crois qu'on ne va pas avoir le choix, mais de vivre la sobriété, certains parlent de sobriété joyeuse. Alors avant d'en arriver là, il y a déjà tout un travail de prise de conscience. On est rattrapé par le quotidien en permanence, et donc il faut vraiment qu'on prenne un peu de hauteur et nous amener à ce que les dirigeants prennent cette hauteur-là, comprennent véritablement les enjeux écosystémiques, avoir une vision à 360 degrés de ce qui est en train de se passer, pour être capable de passer à l'action. Donc on va déjà commencer par ça. Une sobriété joyeuse, c'est ce qu'on retiendra. Oui. Merci beaucoup Karine Leflanchec d'avoir accepté d'échanger avec nous ce soir. Merci. Direction Rangiroa, où la Air Tahiti Iroa Horoué reprend après une journée de pause. Aujourd'hui, place aux dames et aux juniors garçons. 5 surfeuses se sont élancées sur les vagues avant de laisser la place à 19 jeunes surfeurs. Ces derniers ont pour objectif de gagner leur place dans la sélection de Tahiti, qui partira au mois de mai au Salvador pour les championnats du monde ISA. Ignacio Raveino, Marcel Bonneau. C'est grâce à cette vague notée 7.33 que Toa Urahaumani, ici en rouge, prend la tête de sa série. Nike Vast en bleu passe par la case repêchage, tandis qu'Akevei Marlier, donc Toa Urahaumani, se qualifie directement pour les demi-finales. C'était un peu dur parce que les vagues, c'est difficile à avoir la bonne et souvent on va faire plus des manœuvres parce que maintenant là, les tubes, c'est pas trop ça. Du coup, pour faire les manœuvres, il faut que la vague soit quand même ouverte et pas trop sur le riff. Et voilà. Et comment je me sens? En ce moment, je me sens bien, en forme et prêt pour les championnats du monde. Avec un cumul sur 2 vagues de 9.67, Keo Chabrier en rouge remporte aussi sa série et se qualifie pour les demi-finales. Ainsi que Teaki Gasbar Likra blanc, Nalua en bleu et Aitou en jaune devront eux aussi passer par le round de repêchage. Les vagues étaient compliquées, mais il y avait très peu de vagues, mais j'ai réussi à prendre une première série au début de la série. Et ensuite, dès que je suis remonté, je suis resté en bas de mes adversaires, comme je n'avais pas de priorité. Et j'ai réussi à avoir une petite pour avoir un backup. Et ensuite, j'ai essayé d'attendre une meilleure vague. Seulement 5 participantes chez les dames. Kohai Fierro se retrouve dans une série à 2 surfeuses et c'est Vayar Iho en rouge qui va en faire les frais. La surfeuse de Huahine est plus radicale dans ses manœuvres et sa paye. Il est vrai que l'enjeu peut parfois dépasser les frontières polynésiennes. C'est sûr que là, dans pas longtemps, dans quelques mois, il y a le Salvador qui va être organisé. Et puis oui, c'est sûr que c'est dans ma tête et puis j'y pense souvent. Et ouais, j'espère que tout va bien se passer. Dans la toute première série de cette journée, c'est Aylan Vast en bleu qui tire son épingle du jeu en envoyant Leina Tian et Kahili Simon au round de repêchage. Et puis les Tikitoa n'iront pas en demi-finale de la Coupe du Monde à Dubaï. Ils ont été éliminés face à l'Italie en quart de finale ce jeudi matin sur un score de 5-2. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. 10 jours après les crues et les inondations impressionnantes sur la côte est de Tahiti, les familles sinistrées peinent à obtenir les aides du pays. En cause, le parcours administratif qui leur paraît fastidieux. Rien qu'à Mahina, 125 familles ont perdu à minima leurs appareils électroménagers et leur literie. Demain matin sur Polynésie, la première radio, Émile Vernier sera l'invité café d'Ibrahim Ahmed Azi. Le syndicat des retraités qu'il dirige, le SDIRAF, a lancé un appel de fonds pour venir en aide aux familles de Tureia, victimes des essais nucléaires.
Au programme de votre soirée sur la première, la série Queen Sugar sera suivie du film Bazoudi. Voilà pour l'actualité de ce jeudi 22 février. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Malouké Dury à la présentation de vos journaux. Passez une excellente soirée sur nos antennes radio, télé et Internet. On se quitte sur les images de l'exposition de Peter Owen avec Tsukamoto et Kamea à voir jusqu'au 4 mars à la galerie Winkler. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet